catastrophe nucléaire de Tchernobyl est un accident nucléaire majeur survenu le 26 avril 1986. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du 20e siècle, classée au niveau 7, le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires. L'accident a été provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées. L'accident s'est produit après une multitude d'erreurs faites par les techniciens de la centrale. En supprimant plusieurs sécurités sous les ordres de leurs supérieurs et sans analyser les risques, faute de préparation suffisante des conditions nécessaires à l'essai prévu, et par manque de temps lors de sa réalisation. Bonjour, en direct de Moscou, ici Elena Vaskov. Aujourd'hui, je vais vous présenter une survivante de Tchernobyl. On était le 26 avril 1986, la journée de l'accident. En vrai, je venais d'avoir 10 ans, donc on fêtait ma fête et je pense que, ouais, c'était 7 h du soir, je fêtais mon anniversaire, puis j'avais eu un petit toutou, là, comme les petites peluches qui sont rétractables, là. Mais j'avais eu ça. Ouais. Mais en vrai, j'étais vraiment contente de cette journée-là, puis je me suis jamais inquiétée de ce qui pouvait arriver quelques heures après. Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Après avoir déballé mes cadeaux, ma mère elle nous a couchés, moi et ma soeur. Je me rappelle c'était aux alentours de 20h30 parce que c'était à cette heure-là qu'elle nous chialait dessus pour qu'on aille nous coucher. Puis le lendemain, je me rappelle, il fallait aller chez ma tante pour fêter mon anniversaire chez elle aussi. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous lors de l'explosion, madame? Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit par un bruit, genre c'était vraiment impressionnant, le bruit comment c'était fort. Là. Au début, je pensais que c'était juste un cauchemar parce qu'il n'y avait plus aucun bruit après. Mais quand ma mère est rentrée dans ma chambre en panique avec ma soeur à côté, j'ai compris que non, c'était pas un cauchemar. Puis j'avais juste 10 ans, fait que je comprenais pas ce qui se passait vraiment, mais pas en tout. Mon père est venu dans notre chambre plus après pour sortir ma mère parce qu'elle arrêtait pas de nous faire paniquer parce que nous, on comprenait pas. Puis apparemment, eux autres non plus, ils étaient pas au courant de rien. Mais quand ils ont sorti, ils sont partis parler. Puis ma soeur, elle avait, si je me rappelle bien, elle avait 15 ans. Elle s'est collée à la porte pour écouter ce qu'ils disaient. Puis après ça, elle a essayé de retranscrire les mots pour que je comprenne du haut méridien, justement. Puis apparemment, ça venait de Tchernobyl, qu'il y avait eu une explosion avec l'usine nucléaire. Vous êtes-vous rendormi après l'incident? Après ça, mon père est revenu dans la chambre. C'était pour nous envoyer nous recoucher. Mais je vais vous dire, ben franchement, j'ai pas dormi la nuit. Ma soeur non plus. On était vraiment trop stressés pour ça. Fait que pour me rassurer, ma soeur, elle m'avait parlé toute la nuit. Franchement, ma soeur, c'est un vrai modèle pour moi, puis je lui en suis toujours reconnaissante aujourd'hui pour ce qu'elle a fait cette nuit-là. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous le lendemain? Ma tante est venue nous rendre visite, finalement, le lendemain matin. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai fait dans la journée, mais je me rappelle que tous les voisins venaient chez nous parce que tout le monde s'inquiétait. On n'était vraiment pas au courant. On savait pas ce qui se passait, puis vraiment, le manque d'informations, c'est la pire peur que quelqu'un peut avoir. Là. On sait pas ce qui se passait, mais ouais, tout le monde criait. De quelle façon est-ce que votre famille a été informée de l'incident? Vers le milieu de la matinée, il y a un homme qui est venu chez nous. Il est venu parler avec ma tante et ma mère, puis il avait donné des petites pilules blanches. C'est juste par après que j'ai compris que c'était des comprimés d'iode. C'était pour empêcher la radioactivité d'agir sur nous. Mais ouais, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde paniquait. On savait qu'il y avait une explosion à Tchernobyl, on savait qu'il y avait de la radioactivité, mais le niveau, ça, non, on le savait. Quand l'évacuation de votre maison vous a-t-elle été demandée? Le 27 avril, donc le lendemain matin, il y a eu un ordre d'évacuation qu'il y a eu dans la ville. On nous obligeait à partir, genre, en laissant tous nos objets personnels, nos animaux. On devait tout laisser là-bas. Puis, ils nous avaient assuré qu'on reviendrait dans notre maison. Mais c'était juste des mensonges en ligne.
on n'est jamais revenu. Ma maison, je l'ai jamais revue. Alors, comment s'est passée votre évacuation? Vers 13h, les autobus sont venus nous chercher. Puis il n'y avait aucune place de libre dans l'autobus, on était tous remplis. Et on est parti loin, le plus loin possible pour éviter les radiations. Puis, quand on s'est retrouvés sur la grande route, j'ai regardé par la fenêtre. Les milliers d'autobus en file indienne, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment impressionnant, mais ça faisait peur en même temps. Je regardais à l'horizon, puis je voyais juste des autobus, je voyais rien. Puis je suis pas mal sûre qu'il en restait encore plus loin que je pouvais en voir. Ils ont quand même fait évacuer 48 000 personnes qui vivaient dans ma région. Puis toutes ces 48 000 personnes-là, ils ont perdu leur foyer, ils ont perdu leurs objets de valeur, puis ils ont perdu leurs animaux. Quelle a été votre expérience à l'hôpital lors de l'explosion nucléaire de Tchernobyl? 2 jours après l'accident, mon oncle est venu nous chercher, nous trois, pour nous emmener à l'hôpital régional. De base, j'aimais pas les hôpitaux parce que l'odeur avait guéri un petit peu, mais là, c'était vraiment d'un autre niveau. L'hôpital était rempli, les gens, ça pleurait, ça criait, et la plupart avaient le visage brûlé. Ouais, les images me restent encore dans la tête, même 34 ans après. Mais quand on est arrivé là-bas, ils nous ont forcés à retirer nos vêtements, à en mettre d'autres. On m'a rasé les cheveux. Je me rappelle que j'avais pleuré cette journée-là parce que ma mère aimait beaucoup mes cheveux. Puis c'est ridicule, mais je pensais que ma mère elle m'aimerait plus parce que j'ai plus de cheveux, mais ça n'a rien changé à l'amour qu'elle avait pour moi. Ils nous ont aussi forcés à prendre des vitamines à chaque jour et à prendre un bain à chaque 90 minutes pour essayer de retirer le plus de radioactivité possible. Cette période-là a été presque la plus sombre de ma vie. C'était supposé m'aider, mais j'ai l'impression que ça m'a fait plus mal que de bien. Pendant ces 2 semaines-là, ça a vraiment été une période vraiment dure. On est sorti 2 semaines après pour déménager en quelque sorte parce qu'on n'avait plus notre maison, on ne pouvait plus en revenir. Si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-il arrivé à votre père? Pendant ces 2 semaines-là, c'est là que j'ai appris la mort de mon père, qui avait succombé à ses blessures parce qu'il était brûlé de partout. De ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait plus de visage. Si je l'aurais vu, je ne l'aurais même pas reconnu. Et c'est dans ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal. Je voulais plus me lever, je voulais plus me coucher, je voulais plus manger. Je voulais vraiment rien faire. J'étais comme morte, mais je respirais encore. Puis pour un enfant de 10 ans, là, c'est... Avez-vous pu retourner chez vous, à votre maison? C'est après 2 longs mois que j'ai appris qu'on ne pourra jamais retourner dans notre ville, que notre maison, nos objets, nos certificats de naissance, l'album de mariage à mes parents, on ne pourra jamais le revoir. Après ça, mon oncle et ma tante sont partis en Syrie avec ma mère et moi et ma soeur. On a habité là-bas. Encore aujourd'hui, j'habite encore en Syrie. Ma mère, elle, après 6 ans, est morte du cancer du sein. Donc, c'est ma tante qui a pris notre garde jusqu'à temps qu'on soit à l'âge de s'occuper de nous-mêmes. Donc, les seules personnes qui restent de ma famille proche, c'est ma soeur. Puis encore aujourd'hui, c'est encore difficile de lui parler parce qu'à chaque fois qu'on se revoit, on revit les sentiments, les émotions qu'on a eues pendant ces journées-là. Voilà ce qui conclut notre interview avec une survivante de Tchernobyl. Moi, c'est Lena Golovin et
je suis une des victimes de l'accident de Tchernobyl. Nous allons maintenant parler des faits du point de vue d'une météorologiste. Bonjour, je m'appelle Taylor Golvanov. Je suis ici pour vous parler du réacteur type RBMK 1000 qui a explosé dans la ville de Tchernobyl. Pourriez-vous nous dire quel est votre métier et ce qui est vraiment arrivé? Je suis une scientifique météorologue et je vais vous expliquer comment c'est passé et pourquoi le réacteur a explosé. Aussi, je vais vous expliquer de quoi est fait le réacteur et qu'est-ce qui a déclenché la grosse explosion. Qu'est-ce qui a produit cette explosion et pourquoi? Les barres de contrôle qui ont été enclenchées pour arrêter la fusion qui est en train de commencer à entrer dans le réacteur a juste augmenté le risque d'explosion. Qu'est-ce que ce réacteur et de quoi est-il composé? Le réacteur, aussi surnommé le cœur de la centrale, a environ 7 mètres de hauteur et 14 mètres de diamètre à lui seul. Aussi, dans le réacteur, il y a des barres avec des bouts de graphite qui sont à l'intérieur. Lors de l'explosion, des quantités énormes de graphite ont été propulsées dans l'air. Alors c'est pourquoi toutes les particules radioactives se sont rendues dans l'air et ont contaminé plein de continents et plein de villes, en incluant Tchernobyl.